Bonjour William, bonjour à tous. Gérard Mestralet, bonjour. Bonjour. Vous êtes le PDG de Engie. Engie, c'est l'ancien GDF Suez. D'ailleurs, pourquoi vous avez changé de nom ? Parce que le monde de l'énergie change. L'énergie connaît une révolution qu'on appelle parfois la transition énergétique. Eh bien, Engie change également. Et voilà, donc un nouveau nom, une nouvelle orientation. Le MEDEF ouvre son université d'été aujourd'hui avec le slogan « Formidable jeunesse ». Au-delà du slogan, qu'est-ce que vous proposez aux jeunes qui nous écoutent aujourd'hui ? Les entreprises peuvent proposer d'abord de l'emploi. Pour qu'il y ait de l'emploi, il faut qu'il y ait des perspectives. Le chef de l'État m'avait demandé un rapport sur l'emploi, et l'emploi notamment des jeunes. Et j'ai proposé toute une série de mesures, notamment pour l'apprentissage et l'alternance. Je considère que l'alternance, qui est un pont entre les entreprises et la jeunesse... Très peu développé en France par rapport à notre voisin allemand. Très peu développé. L'apprentissage, oui, absolument. Absolument, alors qu'on sait que c'est une recette qui marche. Et pour ça, il faut s'inspirer des recettes allemandes en les adaptant à notre contexte particulier. Et je ferai des propositions, d'ailleurs au MEDEF notamment, et j'en avais fait au président. Oui, je pense qu'il faut aussi aborder l'apprentissage dans une dimension européenne. Et avec Pascal Lamy, nous réfléchissons à l'idée de ce qu'on appelle un Erasmus Pro. Erasmus, c'était pour les étudiants qui allaient d'un pays à l'autre en Europe. Et bien là, ce seront des stagiaires qui feront des stages. D'une entreprise à l'autre ? D'une entreprise à l'autre, d'un pays à l'autre. C'est-à-dire qu'ils pourraient être aidés par la Commission européenne s'ils font des stages d'alternance dans un autre pays que le leur. Donc à la fois, ça leur ouvrirait un peu la vision dans une dimension internationale, européenne, apprendre une autre langue et travailler dans une entreprise. Le pacte de responsabilité. Alors hier, le Premier ministre s'est engagé à poursuivre les allègements de charges en direction des entreprises. Est-ce que vous êtes rassuré par cette parole de Manuel Valls ? Ah oui, tout à fait. Tout à fait, je n'ai aucun doute. Il serait absolument catastrophique que l'engagement qui a été pris ne soit pas tenu. Mais d'ailleurs, le président de la République et le Premier ministre ont dit que cet engagement serait tenu. Mais il faut aussi que les entreprises maintiennent leur engagement. C'est-à-dire qu'il y a des contreparties aux 41 milliards d'allègements. Les entreprises embauchent, se développent, investissent, évidemment, lorsque les perspectives sont là, lorsqu'il y a des marchés. Les entreprises n'embauchent pas pour faire plaisir des gens qui n'ont pas le travail à leur donner. Donc, je crois que la confiance peut s'installer, s'amplifier, à condition que les engagements soient tenus. C'est pour ça que je n'ai aucun doute sur le fait que l'engagement concernant le pacte sera tenu. Oui, mais combien d'emplois ont été créés ou vont être créés du fait de ces allègements? Je peux vous parler de... Moi, je ne suis pas le MEDEF, je suis Engie. Donc, je peux vous parler de Engie. Eh bien, Engie, par exemple, cette année, va embaucher 9000 personnes en CDI en France. Nous avons un programme sur 5 ans de 45 000 embauches en France. Parce que dans le domaine des services, dans le domaine de la transition énergétique, il y a de l'emploi à créer. Oui. Et si le chômage ne baisse pas, est-ce que vous comprendrez que l'on remette en cause ces allègements de charges ? Ah non, je ne le comprendrai pas. Je ne le comprendrai pas. On a fixé un cadre. La confiance peut revenir à condition que ce cadre soit maintenu. Changer le cadre, ce serait ruiner la confiance. Alors, vous avez parlé de la transition énergétique. La conférence sur le climat aura lieu à Paris à la fin de l'année, ce qu'on appelle COP21. Alors, les gens ne se rendent pas très bien compte de quoi il s'agit. Il s'agit de limiter à 2 degrés supplémentaires le réchauffement climatique. Que peuvent faire les entreprises privées pour atteindre cet objectif ? Oui, alors pendant longtemps, on a pensé que les entreprises traînaient les pieds sur cette question, que c'était des contraintes un peu politiques, écologiques. Et c'est vrai, à Copenhague, moi j'étais à Copenhague, qui a été plutôt un échec, oui. Les entreprises traînaient les pieds. Aujourd'hui, ça a changé. Ça a changé. Les entreprises considèrent qu'il y a un vrai risque écologique, un vrai risque climatique, un dérèglement considérable qui se traduirait par une catastrophe écologique, qui serait aussi une catastrophe économique. Et donc, les entreprises considèrent... Donc, ce n'est pas dans l'intérêt des entreprises que ce réchauffement perdure. Voilà. Ce n'est pas seulement en tant qu'entreprise citoyenne, c'est aussi important, mais c'est en tant que défenseur de l'intérêt des entreprises qu'il faut éviter cette catastrophe écologique. Concrètement, comment on fait ? Alors, les entreprises, aujourd'hui, souhaitent donc qu'il y ait un accord à Copenhague et les entreprises prennent des engagements. Alors, évidemment, chacune à son niveau, pour réduire leurs émissions de CO2. Le CO2, c'est l'ennemi.
c'est le CO2 qui contribue au réchauffement climatique. Et qu'est-ce qui émet le CO2 ? C'est l'énergie notamment. L'énergie, c'est plus de la moitié des émissions de carbone. Alors, par exemple, vous y participez ? Oui, absolument. Nous sommes un producteur d'énergie et nous faisons évoluer le mix énergétique de notre entreprise. Vers des énergies renouvelables ? Vers des énergies renouvelables, c'est-à-dire on utilise la nature, on utilise l'eau depuis longtemps par l'hydroélectricité, on utilise l'air avec le vent, les éoliennes, et nous sommes le numéro 1 de l'éolien en France, le soleil, nous sommes le numéro 1 de l'énergie solaire en France, mais aussi pour la chaleur. Le thermique, on utilise la chaleur du sous-sol pour chauffer. Ça, c'est la géothermie douce. On peut utiliser la chaleur du sous-sol pour produire de l'électricité. Alors, pas en France, mais on le fait en Indonésie, par exemple. Et vous permettez aux entreprises et de réduire leurs émissions de CO2. Oui. Oui. Alors, effectivement, avec la chaleur, on utilise la chaleur du sous-sol, de la terre, mais aussi le froid de la mer. Ah oui ? Pour refroidir. Et on sert à refroidir, par exemple, pour l'air conditionné, mais aussi pour l'industrie agroalimentaire, par exemple. Et alors, on va extraire de la mer du froid, de l'eau froide, et par des systèmes technologiques, on peut la rendre encore plus froide. Comment ? Eh bien, on arrive à séparer. Vous prenez de l'eau à 10 degrés au fond de la mer, et vous la séparez entre de l'eau à 15 degrés et de l'eau à 5 degrés. Et moitié-moitié. Et l'eau à 5 degrés, vous l'envoyez dans des tuyaux, dans des canalisations. Ça vous sert à conditionner, à refroidir en été les bâtiments. Et c'est ce que nous faisons dans Paris. Alors là, c'est l'eau de la Seine. Et on refroidit le musée du Louvre, les grands hôtels parisiens, de grands immeubles, comme ça. Merci beaucoup, Gérard Mestralet, d'avoir été avec nous. Très bonne journée à vous tous. Et c'est à vous, William. Merci beaucoup.